On pourrait penser qu'après avoir élevé des enfants en Amérique pendant 40 ans et survécu à tout ce que la vie peut nous réserver, plus rien ne surprendrait un vétéran comme moi. Mais ce matin d'octobre à Cincinnati, dans l'Ohio, m'a prouvé le contraire. Le soleil filtrait dans ma cuisine, dorant ma nappe à carreaux bleus délavés. Mes mains semblaient stables tandis que je me versais une tasse de café noir et ouvrais le Cincinnati Enquirer. J'étais à peine arrivé au résultat sportif que ma fille entra dans la pièce, arborant une expression qui ne lui convenait pas, un demi-sourire, trop éclatant, trop pratiqué. « Papa, j'ai une surprise pour toi », chanta-t-elle en serrant une épaisse enveloppe contre sa poitrine comme si c'était le ticket gagnant pour quelque chose de grand. Derrière elle, mon gendre, Travis, arrivait. Un type qui regardait toujours ma maison comme si elle était à un paiement de son prêt immobilier. Il croisa les bras et s'appuya contre mon frigo, bloquant la boîte de céréales comme un videur de boîte. L'espace d'un instant, j'ai failli rire. Mais Megan a posé l'enveloppe devant moi, et soudain, plus personne ne riait. J'ai essayé de faire semblant. « Quel genre de surprise, Megan ?» ai-je demandé en pliant lentement mon journal. Le café était déjà froid, mais j'ai pris une autre gorgée pour la forme, essayant de déchiffrer leur visage. « Vas-y, papa. »« Ouvre-la, » dit-elle. Ses doigts tremblaient juste assez pour trahir sa nervosité. L'adresse de retour en disait long, un cabinet d'avocats du centre-ville dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai eu un pincement au cœur. J'ai déchiré le rabat. Une avalanche de documents s'est déversée dans mon assiette. Relevés de prêts, relevés de cartes de crédit, formulaires officiels couverts de signatures impeccables. Travis se pencha, la voix tranchante comme un couteau. « Vas-y, Harold. » On attendait ça avec impatience. Mon nom sur tous les documents. Des dettes plus lourdes que le kilométrage de mon vieux pick-up. Casino à Las Vegas et à Atlantic City, carte de crédit au maximum, prêt sur salaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix s'est brisée, et la tasse de café a tremblé quand je l'ai posée. Megan laissa tomber son sourire. Ce sont les dettes, papa. On les a trouvées en t'aidant à ranger le mois dernier, tu te souviens? Elle semblait presque déçue, comme si elle aurait aimé que je m'excuse pour quelque chose que je n'avais jamais fait. Je ne suis jamais allé au casino, dis-je en feuilletant les pages d'une main tremblante. Les signatures ressemblaient à la mienne. L'écriture, les boucles, la pression étaient parfaites. Mais je savais, au fond, que c'était un piège. Le sourire de Travis ne faiblissait pas, la mémoire n'est plus ce qu'elle était, hein? Mais ces dettes, il faut bien que quelqu'un les paye d'ici lundi. Sinon, on perd tout. Maison, voiture, tout. Lundi? Aujourd'hui c'était lundi. Megan s'est installée à côté de Travis, tous deux formant un mur entre moi et ma propre porte de derrière. « Papa, s'il te plaît. » « On ne peut pas perdre la maison, » a-t-elle imploré, les yeux embués de larmes. Je lui avais payé ses études, je l'avais accompagné jusqu'à l'hôtel, j'avais tiré Travis de plus d'un désastre pour devenir riche rapidement. Maintenant, elle se tenait là, me coinçant comme un agent de recouvrement. Je n'ai pas signé. Quelqu'un a falsifié mon nom. J'essayais de contenir mes tremblements, mais le doute commençait à m'envahir, juste assez pour me mettre en colère. Qui ferait ça? Qui d'autre que toi a accès à tout ça? Les larmes de Megan jaillirent juste à temps, mais le regard de Travis trahissait la vérité. Il savourait la scène, me regardant lutter. « On doit gérer ça en famille », dit Megan en me prenant la main. Je me suis écarté et me suis relevé si vite que mes genoux ont craqué. « On ne se fait pas piéger pour 400 000 $ de fausses dettes, ai-je rétorqué. Travis bloqua la porte. Ces documents sont légaux. Ton nom. Ton problème. Ne nous force pas à faire quelque chose de radical, Harold. Je le fixai du regard. Les gens changent, renifla Megan, tu as peut-être oublié. Tu es peut-être juste vieux. Il y avait dans sa voix une dureté que je n'avais jamais entendue auparavant. Je n'allais pas les laisser me manipuler.
Je suis très efficace, ai-je répondu, mais intérieurement, je me demandais, depuis combien de temps complotait-il? Travis s'approcha d'une voix douce. On a essayé de t'aider, mais tu dois assumer tes responsabilités. Megan brandit un relevé de carte de crédit. Regarde ça. Ta signature. Ta dette. Je la fusillai du regard. N'importe qui peut apprendre à falsifier une signature. À 30 endroits, Raya Travis. Toutes ces demandes, toutes ces dettes, on ne te demande pas d'avouer quoi que ce soit. Mais elles sont à ton nom. Si tu ne paies pas, on perd tout. Pendant une seconde, j'ai regardé autour de moi dans ma cuisine le même endroit où j'avais partagé chaque fête, chaque anniversaire. Maintenant, j'avais l'impression d'être dans un tribunal. Megan énumérait chaque service, chaque facture qu'elle avait aidé à payer l'année précédente. Je me souvenais du toit, des impôts. Chaque service était une brique dans le piège qu'ils avaient tendu autour de moi. Travis, la voix calme et posée d'un banquier, a insisté « Si vous ne gérez pas la situation, les créanciers s'en prendront à tout. » On est à la rue. J'ai finalement réalisé, on m'avait joué un tour. Ceux que j'aimais le plus m'avaient piégé, espérant que je me laisserais faire et que je renoncerais à mon avenir. Mais ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. J'avais trop survécu pour me laisser faire sans combattre. J'aurais dû le voir venir, mais la trahison est toujours plus douloureuse lorsqu'elle vient de ceux qu'on aime. La cuisine était plus froide tandis que les mots de Megan flottaient dans l'air, ses larmes se transformant en frustration. « On essaie de t'aider », a-t-elle insisté, comme si j'étais une enfant têtue. « Mais tu refuses même d'admettre que tu en as besoin. » Travis croisa les bras, les yeux plissés. 5 minutes, Harold. Soit tu commences à faire tes bagages, soit on appelle la police et on leur dit que tu nous as menacés. Si tu tenais vraiment à ta famille, tu assumerais tes responsabilités. Mes poings se sont serrés, mais je me suis forcé à garder mon calme. C'est ma maison. J'ai payé toutes mes factures pendant 30 ans. J'ai enterré ma femme ici. Tu crois que je vais tout donner parce que tu me brandis de fausses dettes sous le nez? La voix de Megan devint glaciale. Si ce qui nous arrive ne te concerne pas, tant mieux. Mais quand la banque saisira la maison, ne viens pas pleurer. L'air changea. Soudain, Megan se jeta sur la cafetière, le visage déformé par la douleur et la colère. « Tu as tout gâché », hurla-t-elle. La seconde suivante, du café brûlant jaillit dans l'air, me frappant la poitrine dans une douleur fulgurante. Je titubai, la chemise trempée, la peau brûlante. La tasse se brisa sur le sol, projetant des éclaboussures brunes sur le linoléum. Le choc me paralysa un instant, ma fille, celle que je bordais le soir, venait de m'agresser dans ma propre cuisine. Travis ne broncha pas. Il semblait même ravi. Tu l'as entendu. Sors, mon vieux. C'est notre maison maintenant. J'ai essuyé le café de mon cou, ignorant la brûlure, et je les ai regardés tous les deux. Vous voulez que je sorte? D'accord. Mais vous feriez mieux d'être prêt pour la suite. Ma voix, toujours aussi ferme, les a fait hésiter juste un instant. J'ai bousculé Travis, qui ne m'a pas bloqué cette fois, et je me suis réfugié dans ma chambre. Chaque pas était douloureux, chaque respiration piquante, mais j'avançais avec détermination. J'ai retiré mon t-shirt mouillé, grimaçant à la brûlure rougeâtre qui me traversait la poitrine. Dans le miroir, j'ai vu un vieil homme meurtri, mais à mes yeux, le combat n'était pas terminé. Il pensait m'avoir brisé, mais j'avais encore des tours dans mon sac. J'ai attrapé ma petite valise dans le placard et j'ai fait mes valises rapidement, 3 vêtements de rechange, mes flacons de médicaments et, surtout, le dossier caché au fond de mon bureau. À l'intérieur se trouvaient tous les documents qu'il n'avait pas encore trouvés. L'acte de propriété, l'assurance, mon testament. La preuve que cette maison m'appartenait toujours. Mon portefeuille contenait 200 $ en liquide. Pas grand-chose, mais ça suffirait. J'ai empoché mon téléphone et mes clés,
puis je me suis éclipsé par la porte de derrière, laissant ma maison et ma soi-disant famille derrière moi. L'air automnal me mordait la peau, vif et vivifiant. J'ai traversé mon jardin en direction de la clôture en bois usé par les intempéries qui séparaient mon jardin de celui de mon vieux voisin, Walt Baker. Walt était un directeur d'école à la retraite, un homme discret qui savait écouter. Les lumières de la cuisine de Walt brillaient d'une lumière chaleureuse et accueillante. J'ai frappé, essayant de paraître décontracté, pas désespéré. Il a ouvert en peignoir et pantoufles, la surprise dans les yeux. « Harold? Tu as une mine d'enfer. Entre, assieds-toi. » Il m'a conduit à la petite table ronde près de la fenêtre, m'a servi une tasse de café frais et a attendu. Pas de questions, juste un ami qui m'accueillait. Je me suis installé dans le fauteuil, chaque muscle me faisait mal, la poitrine me brûlait. « Tu t'es déjà réveillé et tu as réalisé que ta vie avait basculé? » J'ai réussi à ricaner. Parce que c'est ce que je ressens aujourd'hui. Le regard de Walt devint sérieux. « Parle-moi, Harold. Commence par le début. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'enveloppe, des dettes, des larmes de Mégane, des menaces de Travis. Du café. De la trahison. Tout s'est déversé, se mêlant à la vapeur de la tasse qu'il avait posée devant moi. Walt écoutait, la mâchoire serrée tandis que l'histoire se dévoilait. Quand je lui ai montré les photos des faux documents que j'avais prises, ma signature falsifiée, les dettes de jeu, les menaces, il a secoué la tête, incrédule. C'est une fraude criminelle, Harold. Ce n'est plus un drame familial. C'est un crime. J'ai hoché la tête, mais j'avais mal au cœur. C'est toujours ma fille, ai-je murmuré. Il secoua la tête d'une voix douce mais ferme. La fille que tu as élevée est partie, mon pote. La femme dans ta cuisine est une inconnue. Tu dois te protéger. Et tu dois appeler la police, tout de suite, avant qu'ils ne détruisent des preuves ou ne volent quoi que ce soit. J'ai hésité, regardant les brûlures rouges sur ma peau. L'espace d'un instant, je me suis senti petit, juste un vieil homme fatigué pris dans la tempête. Mais Walt avait raison. J'ai décroché son téléphone, composé le 911, et pour la première fois de la journée, j'ai senti le poids s'alléger. 911, quelle est votre urgence? Ma fille m'a agressé chez moi. Elle m'a jeté du café brûlant et a tenté de me faire porter le chapeau pour des dettes que je n'ai pas. Ces mots semblaient surréalistes, mais c'était vrai. L'opératrice est restée calme et efficace, prenant chaque détail en note, promettant l'arrivée prochaine des policiers. Je leur ai donné les noms de Mégane et Travis, leur description et leur adresse. J'ai raccroché et, enfin, j'ai pu expirer le souffle que je retenais depuis le petit déjeuner. Walt se resservit du café. « Tu as bien fait, Harold. » J'ai hoché la tête, l'adrénaline s'estompant, remplacée par l'épuisement. J'avais perdu ma maison, mais peut-être, commençais-je à reprendre ma vie en main. Il ne fallut pas longtemps pour que des lumières bleues et rouges scintillent sur les rideaux de la cuisine de Walt. Mes mains étaient plus fermes, serrant ma tasse comme pour m'ancrer à quelque chose de solide. Walt ouvrit sa porte arrière tandis que deux policiers entraient dans la cour, leurs lampes torchées balayant l'herbe humide de rosée. La policière la plus grande s'est présentée comme étant l'agent Jackson. Son partenaire, un homme plus jeune nommé Reed, a hoché la tête solennellement tandis que je lui expliquais ce qui s'était passé, comment ma fille et son mari m'avaient coincé, avaient falsifié des dettes en mon nom et m'avaient finalement agressé lorsque j'avais refusé de jouer le jeu. « Le café me brûle ?» demanda Jackson en scrutant la peau rouge et irritée au-dessus de mon col. J'ai hoché la tête et ouvert les boutons de ma chemise pour qu'elle puisse voir. L'agent vide prenait des photos, le visage sombre. « Vous ont-ils menacé à nouveau, monsieur? » J'ai hoché la tête de nouveau, d'une voix neutre. Ils m'ont dit que si je ne partais pas, ils appelleraient la police. Ils ont dit que la maison leur appartenait désormais. Jackson secoua la tête, griffonnant des notes. « Monsieur, ce n'est pas seulement une dispute familiale. C'est une agression criminelle et une probable fraude financière.
Vous n'êtes pas la première personne âgée à être ainsi prise pour cible. Vous avez bien fait de partir. C'était étrange, presque humiliant, de voir ma vie résumée ainsi. Maltraitance envers les personnes âgées. Fraude? Agression? Mais savoir que quelqu'un me croyait était aussi un soulagement. Nous aurons besoin de vous, Monsieur Baker, dit Reed à Walt. Vous êtes témoin, et nous aurons besoin d'une déclaration. J'ai rassemblé mes documents, photos des dettes, mon testament, l'acte de propriété. Vous allez les arrêter, ai-je demandé doucement. Le regard de l'agent Jackson était fixe. Si les preuves sont confirmées, oui. Mais nous devrons interroger toutes les parties. Accepteriez-vous de rentrer chez vous et de nous expliquer ce qui s'est passé? J'ai hésité. L'idée de me retrouver face à face avec Megan et Travis me faisait transpirer. Mais je me le devais, à moi-même et à tous les parents qui avaient été harcelés par leurs propres enfants. Walt posa une main rassurante sur mon épaule. « Je viens avec toi, Harold. » D'un hochement de tête silencieux, je l'ai suivi à travers la cour sombre, la rosée trempant mes baskets. Depuis la rue, ma maison était comme avant, mais pour moi, elle ressemblait à un territoire ennemi. L'agent vide frappa, fort et officiel. Les lumières intérieures s'allumèrent. La voix de Megan parvint d'une voix étouffée derrière la porte, s'efforçant de paraître calme. 1 minute. Quand la porte s'ouvrit, le visage de Megan devint blanc comme la craie. Travis apparut derrière elle, essayant en vain de cacher sa nervosité. « Madame, monsieur, a déclaré l'agent Jackson, nous devons vous parler d'une agression survenue ici ce matin. Nous vous demanderons de sortir pour des interrogatoires séparés. » Travis s'est gonflé, mais Jackson n'était pas intéressé par le drame. « Restons civilisés. »« Monsieur, sortez, s'il vous plaît. » Je me tenais sur la pelouse avec Walt et regardais les policiers travailler. Megan alla au salon, Travis était maintenu près de la voiture, les bras croisés, le regard brûlant de ressentiment. Pour la première fois, il paraissait inquiet. 20 minutes s'écoulèrent pendant que la police photographiait le désordre, une tasse de café cassée, des éclaboussures sur le sol, l'enveloppe contenant les papiers de dette encore éparpillés sur ma table de cuisine. L'agent Reed recueillait les déclarations et prenait des notes minutieuses. À son retour sur la pelouse, Jackson affichait une expression dure et résolue. « Monsieur Brooks, au vu des preuves et des déclarations des deux parties, nous avons des motifs raisonnables de procéder à des arrestations. Votre fille est accusée d'agression, votre gendre de tentative d'escroquerie et de complot. » Mes genoux faillirent céder de soulagement. Walt me serra l'épaule en murmurant « Tu as réussi, Harold. » J'ai regardé Megan, en pleurs, essayer de trouver une explication. C'était un accident. J'ai juste pété les plombs. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. L'agent Jackson resta impassible. « Madame, vous avez le droit de garder le silence. » « Quoi que vous disiez? » Travis lui a crié, « C'est du harcèlement. » Il invente tout. Mais sa voix s'éteignit lorsque Reed mit les menottes et le conduisit vers la camionnette qui l'attendait. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais, pas exactement. C'était quelque chose de plus froid, de plus triste, le sentiment qu'un chapitre était terminé et que le suivant ne serait pas facile. L'agent Jackson m'a remis une carte. « Voici votre numéro de dossier et les coordonnées du procureur. Vous devrez venir pour une déclaration officielle et un examen médical concernant ces brûlures. Vous avez également droit à des services d'aide aux victimes? Groupe de soutien, accompagnement psychologique, tout ce dont vous avez besoin. Merci, réussis-je à dire, la gorge serrée. » Les policiers ont fait monter Megan et Travis dans le fourgon, le visage collé à la vitre, leur monde soudain devenu une cage. Tandis que les voitures de police s'éloignaient, Walt et moi étions debout sous le soleil matinal, le quartier silencieux, à l'exception de quelques rideaux étranges qui tremblaient de l'autre côté de la rue. Walt fut le premier à rompre le silence. « Tu reviens chez moi ou tu veux être seul? » J'hésitai, jetant un coup d'œil à la maison qui m'avait accueilli pendant 30 ans.
Pour la première fois, je la voyais comme une forteresse reconquise. Mais je n'étais pas prêt à affronter ces pièces vides. « Retournons dans ta cuisine, dis-je. J'aurais bien besoin d'une autre tasse de café, un qui ne laisse pas de cicatrices. » Walt sourit. Fort et noir, comme tu l'aimes. De retour chez lui, alors que nous nous installions dans le confort familier de tasses dépareillées et de vieux souvenirs, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Walt m'écoutait poser les questions qui m'avaient hanté toute la nuit. « Tu as déjà pensé que tu pourrais survivre à ta propre famille? Que les gens que tu aimes pourraient se retourner contre toi comme ça? » Il secoua la tête d'une voix douce. « Certains ne comprennent pas la gratitude, Harold. D'autres n'y voient qu'une cible. Mais tu t'es défendu. Il faut du courage, mon ami. » Alors que le soleil se levait sur les toits de notre petit quartier de Cincinnati, je me suis fait une promesse silencieuse: je ne laisserai pas la trahison définir le reste de ma vie. Megan et Travis avaient essayé de me briser. Au lieu de cela, ils avaient réveillé le combattant que je croyais avoir perdu des années auparavant. J'ai fini mon café, chaud et réconfortant, et je me suis préparé à ce qui allait suivre. Les heures qui suivirent le départ de la police furent étrangement silencieuses, presque irréelles. Assise à la table de la cuisine de Walt, je sirotais sa 3e tasse de café depuis le lever du soleil, regardant la vapeur s'élever comme si elle pouvait effacer les souvenirs de la matinée. Ma maison, mon foyer, était désormais une scène de crime, et ma fille et son mari étaient en route pour la prison. « Tu devrais faire examiner tes brûlures, Harold, » insista doucement Walt. Les policiers ne plaisantaient pas. « Et tu as besoin d'un avocat. » J'ai hoché la tête, même si le choc me submergeait encore. Je n'aurais jamais cru avoir besoin d'un avocat à cause de ma propre famille, ai-je murmuré. Walt m'a donné le numéro d'une avocate locale en qui il avait confiance, Carla Jensen, une femme perspicace, réputée pour aider les personnes âgées victimes d'abus. Je l'ai appelée depuis le téléphone de Walt, la voix légèrement tremblante, tandis que je lui expliquais ce qui s'était passé. Elle m'a dit d'entrer tout de suite. 2 heures plus tard, j'étais assis en face de Carla dans un bureau bien rangé avec vue sur l'Ohio. Elle m'écoutait sans m'interrompre, sa plume s'étirant rapidement tandis que je décrivais chaque détail, les fausses dettes, le café, les menaces, les années de lente érosion jusqu'à ce jour de crise. « Harold, tu n'es pas seul, » dit-elle en me glissant une boîte de mouchoirs. Ce que ta fille et son mari ont fait relève de la maltraitance envers les personnes âgées et de l'exploitation financière. La loi est de ton côté, mais il faut agir vite. Elle a fait des copies de tous les documents que j'avais conservés, photos des fausses dettes, mon testament, mon acte de propriété original. Elle a promis de collaborer avec la police pour obtenir des ordonnances restrictives et tenir Megan et Travis à l'écart de moi et de la propriété. Ta maison t'appartient toujours, m'a-t-elle assuré d'une voix ferme. Ils ne peuvent rien réclamer. Mais tu devras te préparer à une bagarre. Pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai ressenti une pointe d'espoir. Je n'étais pas un vieil homme sans abri, j'étais un survivant, protégé par la loi. Mais ça a fait mal aussi. Carla m'a prévenu que le processus pourrait prendre des mois, peut-être plus. Les gens comme eux n'abandonnent pas facilement. Ils essaieront de jouer les victimes, voire de déformer tes propos. Il te faudra être fort, Harold. De retour chez Walt, il avait préparé des sandwichs, comme n'importe quel autre après-midi. « Mange, » insista-t-il. « Tu en as assez souffert pour 3 vies. » Après le déjeuner, nous avons appelé ma banque ensemble. J'ai bloqué tous mes comptes, changé tous les mots de passe et signalé toute activité suspecte. Le directeur, un vieil ami nommé Marty, m'a promis de me prévenir si Megan ou Travis tentaient autre chose. Au fil des jours, la nouvelle s'est répandue dans le quartier. J'ai vu les regards compatissants lorsque j'allais faire les courses avec Walt, les questions embarrassantes des fidèles à l'église. Certains voulaient entendre des ragots, d'autres s'en souciaient sincèrement. « Comment va votre fille ?» demandait-il. Je haussais les épaules, disant simplement « on s'arrange ».
Mais intérieurement, j'étais en deuil, non seulement pour ce que j'avais perdu, mais aussi pour la famille que je croyais avoir. Je me suis souvenu de Megan enfant, sa première balade à vélo, son rire jusqu'au hockey, ses larmes le jour de la mort de sa mère. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'amour a-t-il pu devenir si proche? Une semaine après l'arrestation, Carla m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Ils ont tous les deux fait des déclarations, m'a-t-elle dit. Travis nie tout en bloc, il vous accuse, il prétend que vous êtes sénile et que vous représentez un danger pour vous-même. L'histoire de Megan est confuse. Elle est désolée, elle était désespérée, elle dit avoir perdu le contrôle. Elle marqua une pause, laissant la question se poser. Ça ne marchera pas, Harold. Il y a trop de preuves. La police recommande des poursuites pour agression et fraude. Et l'ordonnance de protection est en vigueur. Ils ne peuvent pas s'approcher de toi ni de la maison. J'ai ressenti un soulagement, mais aussi une profonde douleur. Je n'aurais jamais voulu voir ma fille menottée. Je n'aurais jamais voulu de tout ça. Walt m'observait attentivement ce soir-là, tandis que nous jouions aux cartes tranquillement dans son salon. « Tu as fait ce que tu avais à faire, dit-il. Ils ont fait leur choix. » Il avait raison, mais je regardais toujours par la fenêtre, cherchant toute la nuit des réponses que je n'étais pas sûr de trouver un jour. 2 semaines ont passé. J'ai commencé à voir une thérapeute simplement pour avoir quelqu'un à qui parler, qui n'était pas empêtré dans le passé. Elle m'a aidé à démêler la culpabilité de la responsabilité. On peut aimer quelqu'un tout en se protégeant, m'a-t-elle dit. Parfois, aimer, c'est savoir dire non. Avec l'aide de Carla, nous avons passé en revue mes finances dans les moindres détails, clôture de carte de crédit, vérification de mes anciens comptes, sécurisation du titre de propriété de ma maison. Elle a trouvé des indices que Megan et Travis avaient laissés derrière eux, quelques centaines de dollars disparus par-ci, quelques milliers par-là. Des reçus de prêts sur gage, des reçus de prêts sur salaire, des choses qui m'avaient manqué durant mes années de confiance. La réalisation a brûlé presque autant que le café. Mais chaque pas que je faisais, chaque mot de passe changé, chaque serrure remplacée, était un petit geste pour reprendre ma vie en main. Et tandis que j'étais allongé dans la chambre d'amis de Walt, la nuit, les yeux rivés au plafond, je me disais, ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau. Dès la 3e semaine, ma vie avait pris un étrange nouveau rythme. La plupart du temps, je me réveillais tôt dans la chambre d'amis de Walt, le soleil ruisselant sur le papier peint, mes pensées partagées entre soulagement et regret. Chaque jour semblait apporter son lot de lettres d'avocat, de banque ou de police, et chacune me rappelait que mon ancienne vie était définitivement révolue. La ville bourdonnait de conversations, certains voisins chuchotaient à propos de l'incident, d'autres offraient des ragoûts et des sourires tristes. À l'église, le pasteur Miller m'a pris à part après le service du dimanche. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, Harold, tu sais où me trouver. » Ses paroles étaient gentilles, mais dans son regard, je lisais de la confusion et de la pitié. Personne ne s'attendait à ce genre de problème de la part d'une famille comme la nôtre. Pendant ce temps, Carla faisait des miracles. Elle déposa des requêtes et répondit aux accusations farfelues de l'avocat de Travis. Travis, de son côté, tenta tout, il me blâma, prétendit que les brûlures étaient auto-infligées et que Megan était juste sous l'emprise de l'émotion. Son avocat demanda l'abandon des poursuites, arguant que j'étais en proie à des délires et que je devais être placé sous surveillance médicale. C'était horrible. Mais les preuves étaient accablantes. La police avait ma chemise tachée et brûlée. Ils avaient la tasse à café cassée, les empreintes digitales de Megan, les images de la caméra de surveillance de la sonnette de mon voisin, me montrant en train de m'enfuir avec une valise. Ils avaient des traces numériques, les dettes de jeu de Travis, des emails échangés avec Megan pour comploter pour me cacher des choses, et même des SMS que Travis envoyait à son bookmaker en utilisant mon nom. Les inspecteurs ont dit à Carla, on voit ça plus souvent qu'on ne le croit. Des enfants qui pensent que leurs parents sont trop vieux pour s'en apercevoir. Mais vous l'avez remarqué, Monsieur Blocks. Vous avez riposté.
Le procès fut une épreuve froide et bureaucratique. Meghan et Travis se présentèrent tous deux dans la salle d'audience du comté, pâles et diminués dans des vêtements d'emprunt. Lorsque le juge me demanda si je souhaitais faire une déclaration, ma voix résonna plus fort que prévu. « J'ai passé 30 ans à construire une vie pour ma famille, ai-je dit. Je n'aurais jamais cru que ma fille et son mari s'en prendraient à moi à cause d'une montagne de dettes. Mais ce qu'ils ont fait n'est pas seulement une affaire de famille. C'est un crime. Je veux que le tribunal s'assure qu'il ne puisse nuire à personne. » Le juge hocha la tête et Carla me serra le bras. Le procureur présenta les preuves méthodiquement, rapports médicaux, photos de police, faux documents. La défense tenta de semer le doute, mais chaque question ne fit que révéler davantage de mensonges. Quand Meghan pleura à la barre, une partie de moi voulut la réconforter comme je le faisais quand elle était petite. Mais le reste de moi, plus âgé, plus sage, plus brûlé de plusieurs manières, laissa la vérité s'imposer. À la fin de l'audience, le juge a émis une ordonnance de protection et recommandé que les deux affaires soient jugées. Meghan a été inculpée d'agression et de tentative de fraude, Travis a été inculpé de multiples chefs d'usurpation d'identité, de fraude électronique et de complot. Le procureur a déclaré qu'il réclamerait restitution et peine de prison. De retour chez Walt, nous avons fêté ça en silence. Il a fait du ragoût de bœuf et, pour la première fois depuis un mois, j'ai réussi à rire un bon coup. « On dirait que ton vieil ami est plus costaud qu'il n'en a l'air, a-t-il dit en souriant. Pourtant, cette victoire me semblait vaine. J'avais gagné ma liberté, mais j'avais perdu ma famille ou peut-être les avais-je enfin reconnues pour ce qu'elles étaient. Certaines nuits, je me réveillais de rêves où Meghan était redevenue petite, me tenant la main, les yeux brillants et confiants. Mais le matin, la réalité m'attendait toujours, une porte verrouillée, un nouveau numéro de téléphone, des mots de passe dont je me souvenais enfin, car personne d'autre n'avait besoin de les connaître. Une semaine après l'audience, une lettre de Meghan est arrivée. 3 pages manuscrites, s'excusant, blâmant Travis, implorant son pardon, insistant sur le fait qu'elle était désespérée et que sa mère lui manquait. J'ai lu le premier paragraphe et je l'ai plié. Carla m'a conseillé, ne réponds pas, laisse la justice s'en occuper. Au fil des jours, la vie est devenue plus simple. J'ai commencé à faire du bénévolat au centre communautaire, aidant à réparer les vieux vélos des enfants. Je faisais de longues promenades le long de l'Ohio, l'air frais de novembre rendant chaque respiration vive et franche. J'ai instauré de nouvelles routines. Café du matin avec Walt, point hebdomadaire avec Carla, lecture du soir sur la véranda. De temps en temps, mon téléphone sonnait, affichant un numéro que je ne connaissais pas. Je laissais ces appels atterrir sur la messagerie. Parfois, il y avait un message de Meghan, la voix basse et solitaire, ou de Travis, en colère et accusateur. Mais je ne rappelais jamais. J'ai enfin appris que la famille ne se résume pas aux liens du sang. Parfois, la famille, c'est un voisin qui écoute, un avocat qui se bat pour vous, un inconnu qui vous offre une place à l'église. Ceux qui vous soutiennent quand le monde va mal, voilà les personnes qui méritent qu'on s'accroche à eux. Alors, à l'approche de Thanksgiving, je me suis sentie reconnaissante, non pas pour la douleur ou la trahison, mais pour la chance de prendre un nouveau départ. De reconstruire un jour à la fois. 1 mois après l'arrestation de Meghan et Travis par la police, je me tenais devant ma maison, clé en main. Le perron avait besoin d'être balayé et le givre s'accrochait à la balustrade du porche. Pour la première fois depuis cette horrible matinée, je me sentais vraiment à nouveau chez moi. Le serrurier avait changé toutes les serrures. Walt se tenait à côté de moi, tenant un carton rempli d'ustensiles de cuisine et un album photo abîmé que je n'avais pas vu depuis des années. « Prêt ?» demanda-t-il. « Comme je le serai toujours, » répondis-je en poussant la porte. Mon cœur battait fort en entrant. La maison sentait légèrement le moisi, mais la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du salon. Le chaos laissé par Meghan et Travis avait presque disparu, la police avait recueilli des preuves, Carla avait envoyé une équipe de nettoyage. Mais je voyais encore de légères taches de café sur le sol de la cuisine et un étrange vide planait sur les pièces.
La plupart de leurs affaires étaient emballées dans le garage, attendant l'arrivée d'une entreprise de déménagement que le tribunal engagerait pour les enlever. La première chose que j'ai faite a été de raccrocher la photo de ma défunte épouse, Lilian, à sa place habituelle près de la fenêtre. « On y est, Lyle », ai-je dit doucement. On est rentré. Se réinstaller n'a pas été facile. Le silence était différent, paisible, mais solitaire. J'ai passé la première journée à remettre la maison en ordre, à réorganiser les meubles, à installer mon vieux bureau, à m'assurer que rien de ce qui appartenait à Megan ou Travis ne restait là où il le fallait. Walt m'aidait autant qu'il le pouvait, me faisant des blagues douces et me rappelant de prendre mon temps. Mais j'ai continué à attendre que l'autre chaussure tombe. Ça n'a pas pris longtemps. 2 jours après mon retour, Carla m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Les dates du procès étaient fixées. Megan et Travis avaient plaidé non coupables. Leurs avocats ont tout essayé, manœuvres dilatoires, accusations selon lesquelles je les aurais forcés à partir, malentendus. Mais Carla était implacable. Nous avons votre dossier médical, le témoignage de votre voisin, les rapports de police et une montagne de preuves, m'a-t-elle assuré. Ils n'ont aucune chance. Le tribunal était plus froid cette fois, l'hiver s'installant sérieusement sur Cincinnati. À la barre, j'ai parlé doucement, mais avec assurance. J'ai dit la vérité, comment j'avais essayé d'aider ma fille, comment j'avais ouvert ma maison, comment la trahison était pire que toute douleur. Megan a pleuré de nouveau, mais cette fois, sans mots, sans excuses. Travis a détourné le regard, la mâchoire serrée, son monde s'écroulant à chaque nouvelle preuve. Walt a également témoigné, d'une voix forte et posée. Le procureur a diffusé les images de sécurité et montré des photos de mes brûlures. Le juge m'a demandé si je souhaitais recommander une peine. Je veux juste la paix, lui ai-je dit. Je veux retrouver ma vie. Le verdict est tombé plus vite que prévu. Coupable de tous les chefs d'accusation, fraude, agression, tentative d'extorsion. Le juge a condamné Travis à la prison du comté, avec restitution des dettes qu'il avait accumulées en mon nom. Megan a bénéficié d'une mise à l'épreuve, d'une thérapie obligatoire et a été condamnée à rembourser chaque centime volé ou falsifié. Il leur a également été interdit de me contacter pendant 5 ans. En quittant le palais de justice, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'avais toujours imaginé que la fin de mon histoire se déroulerait au milieu de ma famille, peut-être de mes petits-enfants courant dans ces vieilles pièces. Mais je savais maintenant, parfois, survivre signifie laisser partir ceux qui vous ont blessés, même si on les aime profondément. Il y a eu quand même des moments de douceur. Walt et moi sommes allés manger des burgers pour fêter ça. J'ai recommencé à aller au centre communautaire, à aider les enfants à réparer des vélos et à donner des cours de mathématiques. Un soir, alors qu'il neigeait doucement dehors, je me suis surprise à fredonner en faisant cuire une miche de pain, ce que Lilian faisait toujours quand elle avait besoin de réconfort. Une lettre de Megan est arrivée fin décembre. Celle-ci était plus courte, plus humble. Elle s'excusait, avouait tout, disait être perdue et souhaitait que les choses soient différentes. Elle concluait ainsi, « Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. D'ici là, j'espère que tu trouveras la paix. » J'ai rangé la lettre au fond du tiroir de mon bureau. Pas de pardon, pas encore, mais peut-être un jour. Noël fut calme, juste Walt et moi, échangeant des anecdotes et nous remémorant des années meilleures. La nouvelle année apporta son lot de lettres d'avocats et de banques, chacune confirmant que mon avenir était enfin assuré. L'ordonnance restrictive fut maintenue. Les paiements de restitution arrivèrent, modestes mais réguliers. C'était la justice, même si elle ne parviendrait jamais à guérir toutes les blessures. Mais la plupart des matins, je me réveillais reconnaissant. La maison m'appartenait à nouveau. Ma vie m'appartenait. Un soir, debout sur le porche, regardant la neige fraîche recouvrir la rue, j'ai réalisé autre chose, je n'étais pas seul. J'avais des amis, une nouvelle routine et la promesse d'une guérison, aussi lente soit-elle, possible.
Je me suis servi une tasse de café, je me suis assis dans le fauteuil préféré de Lilian et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'espoir. La nouvelle année s'est installée tranquillement, la neige recouvrant chaque toit et chaque branche d'arbre du vieux quartier de Cincinnati. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, pas d'appel tardif, pas de crainte que quelqu'un d'autre ne tienne mon destin entre ses mains. La routine était revenue. Chaque matin, je faisais le tour du pâté de maison, mes bottes crissant sur les trottoirs glacés, le souffle court dans l'air glacé. Les voisins me saluaient, certains s'arrêtaient pour discuter plus longtemps qu'avant. Pour être honnête, j'aimais ces conversations, les gens partageaient leurs histoires de chagrin et de reconstruction, chacun voulant, à sa manière, me faire savoir que je n'étais pas seul. J'ai passé d'autres après-midi au centre communautaire, à réparer des vélos et à enseigner les échecs à un nouveau groupe d'enfants. Ils me rappelaient Mégane petite, si enthousiaste, si confiante. Parfois, la douleur de la perte me prenait au dépourvu, mais le plus souvent, je me sentais simplement chanceux d'être à nouveau utile. Même le pasteur Miller passait au centre de temps en temps, s'enquérant de mes projets et me rappelant gentiment que le pardon était un cheminement, pas une destination. Walt était plus constant que jamais. Il apportait de la soupe quand il en faisait trop, m'invitait à dîner le dimanche et ne demandait jamais de détails sur ma douleur. Notre amitié est devenue plus solide que je ne l'aurais jamais imaginé à cet âge, la preuve qu'on peut choisir sa famille et que la guérison se partage. Par un beau matin de mars, j'ai trouvé un paquet sur mon porche, une petite plante en pot, des lys, la fleur préférée de Lilian. L'étiquette disait « Je pense à toi, papa. J'espère que tu vas bien. Mégane. » Je suis resté longtemps là, le froid oublié, les bons et les mauvais souvenirs tourbillonnant dans ma tête. J'ai ramené la plante à l'intérieur et l'ai placée près de la fenêtre. Je n'ai pas appelé Mégane, mais pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère. Juste de la tristesse, de l'espoir et un timide soulagement. Les suites judiciaires se sont prolongées en arrière-plan, mais Carla s'en est occupée en grande partie. Chaque chèque de restitution de Mégane et Travis était un rappel doux amer de tout ce à quoi nous avions survécu. Une partie de l'argent a servi aux réparations et aux factures, mais je me suis retrouvé à en donner aussi un peu au centre communautaire. J'ai réalisé qu'aider les autres était le meilleur moyen de me reconstruire. Le printemps a apporté une énergie nouvelle. Les premiers rouges-gorges sont apparus dans le jardin. J'ai planté quelques fleurs, nettoyé les gouttières et ouvert les fenêtres pour laisser l'air frais chasser les derniers fantômes de cet automne terrible. Un samedi ensoleillé, j'ai organisé un barbecue pour le quartier. Walt s'occupait du barbecue, les enfants jouaient à chat sur les pelouses et pendant quelques heures, les rires ont empli l'air là où le chagrin s'était autrefois installé. Plusieurs personnes m'ont demandé comment j'allais. Je m'améliore chaque jour, ai-je répondu et c'était vrai. Dans mes moments de calme, j'écrivais des lettres à Mégane. Je ne les envoyais jamais par la poste, c'était juste un moyen de démêler mes sentiments, mon chagrin, mon désir et mon espoir. Je relis ces excuses de temps en temps. Je me demandais si, dans quelques années, nous pourrions nous asseoir ensemble sur ce porche et parler de ce qui s'était passé, et peut-être si nous étions tous les deux assez courageux de ce qui nous attendrait ensuite. Un matin du début de l'été, une lettre est arrivée. Elle provenait d'un avocat représentant Travis. Il avait été libéré sous condition, avait déménagé et ne souhaitait plus être contacté. Un soulagement m'a envahi. J'ai réalisé que certaines fins sont nécessaires. Le jour où j'ai enfin sorti le dernier carton contenant les affaires de Mégane et Travis du garage, j'ai trouvé de vieilles photos, Mégane en uniforme de petite ligue, Travis souriant le jour de leur mariage, Lilian nous serrant dans ses bras au soleil. Assise sur la marche du garage, je me suis laissé submerger par les souvenirs. Je n'éprouvais aucune amertume, seulement une profonde gratitude, même si les choses avaient mal fini, il y avait eu de l'amour dans ces premiers jours. Alors que l'été battait son plein, ma maison s'animait de nouveaux sons, les rires des voisins, le vent dans les érables, le tintement lointain d'une sonnette de vélo. Parfois,
Lorsque le crépuscule tombait sur la véranda, je m'asseyais tranquillement avec une tasse de café et repensais au chemin parcouru à travers la trahison, la perte et la douleur, jusqu'à ce petit coin de paix. Je ne savais pas si Megan et moi serions un jour à nouveau proches. Peut-être que le pardon viendrait avec le temps, peut-être pas. Mais je comprenais maintenant que survivre ne consistait pas seulement à s'accrocher, mais à lâcher prise sur ce qu'on ne peut changer et à chérir ce qu'il nous reste. Un soir, alors que les lucioles clignotaient dans le jardin et que les premières étoiles scintillaient au-dessus de ma tête, Walt me rejoignit sur le porche. « Tu as réussi, Harold, dit-il en levant son verre. Tu es rentré. » Nous étions assis ensemble dans le calme, deux vieux amis, laissant l'obscurité s'installer autour de nous, sachant que quelles que soient les tempêtes qui pourraient survenir à nouveau, nous étions plus forts pour avoir résisté à celles-ci. Pour la première fois depuis longtemps, j'envisageais le lendemain non pas avec effroi, mais avec un espoir calme et constant.